je suis Yvette Dreyfus, épouse Lévy, née à Paris en 1926. Et je suis rentrée très jeune dans le mouvement scout, puisque née entre deux garçons, j'étais la seule à vouloir apprendre autre chose que l'école. Voilà. Les cousins habitaient dans le même immeuble que nous au rez-de-chaussée. L'un était routier et la cousine était cheftaine louveteau. En 1932, j'avais 6 ans, mes parents m'ont inscrite chez les Petites Ailes, au groupe local Trompeldor, rue des Tournelles, à la synagogue rue des Tournelles. Donc j'ai grandi entourée de gens de cheftaines qui nous ont beaucoup, pas maternés, mais qui nous ont appris beaucoup de choses. Puis le temps est passé, en grandissant, mes parents ont quitté Paris, nous avons cherché un appartement plus grand et nous sommes arrivés dans le département de la Seine qui aujourd'hui est la Seine-Saint-Denis et j'y habite toujours. Donc l'exode est arrivé, la déclaration de guerre, l'exode et le retour de l'exode et l'occupation de la France par les Allemands. Et là, c'est devenu beaucoup plus difficile. Mon frère aîné étant aux éclaireurs, lui aussi depuis toujours, a pu continuer d'aller aux réunions et aux sorties. Quant à moi, les parents ne souhaitaient pas que je prenne le train et le métro toute seule quand il y avait, comme disait papa à l'époque, les Boches sont à Paris. Donc jusqu'en 1942, fin 41-42, je n'ai pas pu sortir et continuer d'aller aux EI, aux éclaireuses. Donc, lors de la fameuse rafle dite du Veldiv, le 16 juillet 42, mon frère m'a ramené en demandant l'autorisation aux parents le lundi qui a suivi la rafle, et je suis restée avec tous les chefs et les cheftaines, rue Claude Bernard, où par binôme nous sommes allés dans tous les logements de Paris, tout au moins pas de Paris, mais nous on avait un secteur très défini avec Dain et moi. Nous sommes allés à la recherche d'enfants dont les parents avaient été soit arrêtés et tout de suite transférés, soit les uns à Drancy, les autres ont été emmenés au Veldiv, et tous ces enfants qu'on n'avait pas arrêtés, les uns étaient français, les autres étaient petits. Sur certains logements où il y avait des scellés, les enfants étaient dans le couloir, dans les escaliers et se promenaient, couraient d'un étage à l'autre pour se cacher, se planquer. On a donc participé à la récupération de tous ces enfants et ces enfants, ils ont été amenés dans un bâtiment rue Lamarck qui est devenu pour nous l'Orpheau. Et là, il a fallu leur trouver des cartes d'alimentation et des papiers. Et pour les enfants qui étaient bloqués, les faire passer la zone sud et les faire partir du côté de pas la plupart, mais beaucoup d'entre eux sont partis à Moissac, chez Chataille-Bouly. Donc je suis restée jusqu'à mon arrestation aux éclaireuses, à Claude Bernard. J'ai été totémisée en 1943 à Louvciennes. Et après avoir été simplement éclaireuse, puis ensuite chef de clan et cheftaine adjointe, on a continué notre travail pas d'éducation, mais de regrouper, de rassembler les enfants. Il fallait bien leur donner un but, puisque tout nous était interdit à l'époque. En avril 1944, Noisy-le-Sec, la commune où j'habitais et où j'habite toujours, je suis retournée, a subi un bombardement terrible et nous nous sommes retrouvés dans la cave après en être sortis à la fin de l'alerte. Nous n'avions plus de logement ni rien, tout était au sol. On s'est crapahuté comme on a pu, et quand on était à l'air libre, on se posait bien la question, qu'est-ce qu'on allait devenir? Pas de papier, pas d'argent, rien. Mes frères étaient en pyjama avec un veston sur le dos, moi j'étais en chemise de nuit, et on est allé à Paris, à pied, jusqu'à la mairie de Montreuil. Là, mon père a demandé au poinçonneur de nous laisser passer, et de là, nous sommes allés chez une de mes tantes, dont le fils avait été arrêté quelques mois avant et était passé par Drancy, déporté, étant
également aux éclaireurs, à l'époque routier et chef, Henri Moshkov, qui a été arrêté, déporté, n'est pas rentré. Et la tante Jeanne nous a donné les clés de son logement qu'elle n'occupait pas de la rue Lamarck, pour la bonne raison que sous nos pieds, à la boutique, puisqu'on était au premier étage, la boutique, c'était le bureau de recrutement de la milice et de la LVF. Moi, je voudrais que vous essayiez d'imaginer ce qu'a été la vie de 3 adolescents, ma grand-mère chassée d'Alsace qui nous avait rejoint et les parents, dans un petit 2 pièces, le confort très sobre, mais peu importe, on était tous les 6 ensemble. On a dormi par terre pendant 3 jours et mon frère aîné a suggéré aux parents de se séparer. Les garçons sont allés dormir rue Montevideo dans un centre, à la synagogue où il y avait un foyer de l'UGIF. Et moi, j'ai eu l'autorisation d'aller dormir chez les filles rue Vauclin, qui était à l'époque l'école rabbinique, mais interdite, il n'y avait pas de séminaire. C'était un foyer de jeunes filles qui a été ouvert à partir de janvier 1943, et pour la plupart, toutes ces filles venaient soit de l'orphelinat Rothschild, ou celles qui venaient de Lamarck, puisqu'elles étaient des filles de parents arrêtés et déportés. Elles n'avaient pas été prises puisqu'elles étaient à l'époque françaises. Donc on a vécu dans une... séparée des parents. Moi, j'y allais tous les jours déjeuner. J'étais bénévole à l'UGIF, et puisqu'il n'y avait plus d'EI à partir du printemps 1944, donc j'étais bénévole aux EI, et donc le midi chez mes parents, et le soir je rentrais au foyer rue Vauclin. On y a vécu en toute simplicité. Il y avait plein d'éclaireuses qui étaient plein de jeunes filles plus jeunes que moi qui étaient aux éclaireuses, mais pas dans mon groupe. Moi, j'étais à l'Île-de-France. Les plus jeunes étaient avec Denisette et Loriot et Gilberte dans un autre groupe. Et il fallait faire avec ce qu'on pouvait et essayer de faire partir le plus possible de jeunes adolescentes pour les planquer, celles qui étaient en danger. Si bien que la veille, nous avons donc été arrêtés. Il y a eu tout un chemin pour notre arrestation, puisque nous étions à Vauclin et on a vu le débarquement du 6 juin 1944. Et le soir à Vauclin, nous, on a presque dansé, fait une aura dans la cour en disant si les Alliés ont débarqué, on sera bientôt libre. On y a bien cru. Il y a eu, quelque temps après, l'attentat, la fameuse division d'Astreich qui a été appelée en renfort. Elle est passée par Tulle, elle est passée par Oradour-sur-Glane. Un peu plus tard, il y a eu l'attentat manqué contre Hitler. Et là, Aloïs Brunner, qui était le commandant du camp de Drancy, est devenu de plus en plus enragé, a décidé, au lieu de laisser les gamins tranquilles, puisqu'il connaissait l'endroit, il savait où étaient ces maisons d'enfants, il a décidé de les faire arrêter. Donc, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, toute la maison a été réveillée, les Allemands sont arrivés, ils ont sonné à la porte, la concierge, Madame Cohen, pensant que c'était une résistante qui cherchait un toit, est donc venue et donc aller leur ouvrir la porte, pensant que c'était une femme seule qui était là, et elle s'est retrouvée devant un groupe d'Allemands qui l'ont poussée à l'intérieur, puis elle a été obligée de réveiller la directrice et les monitrices de nuit, et forte de ça, les Allemands ont bloqué toutes les issues de Vauclin, et nous avons été arrêtés, d'abord les dortoirs des plus jeunes, puis les chambres individuelles de toutes les grandes filles. Donc, le 31 juillet 1944, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, nous, on est transférés à Drancy, où pendant 10 jours, nous restons dans une promiscuité indescriptible. Et le 3e jour, puisque nous, on était en chemise de nuit pour pratiquement toutes les filles, quelques-unes étaient en pyjama, notre directrice a eu l'autorisation de retourner rue Vauclin, accompagnée de 2 MS, des militants de surveillance, 2 hommes du camp de Drancy, pour aller chercher nos affaires. Et par la même occasion, elle n'a pas trouvé de sac à dos, elle n'a pas trouvé de valise, elle a tiré un drap, elle a vidé nos placards et elle nous a rapporté toutes nos affaires dans des baluchons. Et elle a dû prendre le livre de présence, le cahier de présence.
quand elle est revenue au camp de Drancy, on a monté les baluchons dans la chambrée, on a récupéré nos affaires, et le chef d'escalier a fait comment dirais-je, l'appel. Donc, sur les 33 filles, 32 et moi la 33e, elles ont répondu présentes. La seule qui n'ait rien répondu, c'était moi, j'étais l'intruse. Donc, il a fait son rapport à Drancy, à ses chefs, et on est venu prévenir l'après-midi qu'on viendrait me chercher. Donc, le chef d'escalier est venu, j'ai traversé le camp de Drancy avec le chef et j'étais à la chancellerie, à la Kanzlei, à l'interrogatoire, pardon. 3 hommes étaient là, derrière, près d'une table, et j'étais seule devant eux. On m'a posé plein de questions auxquelles j'ai répondu bêtement, sans jamais prononcer aucun nom, simplement que j'étais aux éclaireuses, que j'ai pas pu, comment dirais-je, mes parents ayant... Alors j'ai maintenu que mes parents avaient été tués au bombardement Noisy, donc comme je n'avais plus personne, je connaissais l'institution, c'est pour ça que je suis venue m'y réfugier. Je n'ai pas démordu d'un seul iota, j'ai toujours dit que mes parents avaient été tués au bombardement. Ça a duré toute l'après-midi, on m'a ramenée dans la chambrée, pas le lendemain, le surlendemain, c'est une autre. On est venu me rechercher, c'est une autre équipe qui était devant qui était dans la petite pièce de l'interrogatoire à la Kanzlei, et j'ai maintenu, toujours répondu la même chose. J'étais toute seule, mes parents étaient tués, j'avais pas de papier, j'avais pas d'argent, je connaissais l'institution, c'est pour ça que je suis venue chercher du refuge. Et je n'ai pas jamais prononcé le nom des parents, pas plus de mes frères, comme si j'étais seule au monde. Et puis, le bruit a couru qu'on allait partir travailler à Pitchopoy. On s'est révolté, le groupe des filles de Vauclin s'est révolté en disant « Nous, on ne veut pas aller travailler pour les Boches, ça, c'est pas possible. » Même si c'est intenable, l'atmosphère au camp de Drancy, tellement il faisait chaud et que c'était d'une saleté repoussante, on a fini par dire, si on part travailler, on en fera le moins possible. Mais les filles, il y a quelque chose d'anormal dans ça. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Que nous, on aille travailler les grandes, c'est possible, c'est peut-être dans leur imagination, mais qu'est-ce qu'on va faire des gamins? Là, il y a quelque chose, il y a un hic. Et on n'a pas su, et on n'a pas compris. Et 48 heures avant la déportation, on est venu me rechercher pour la 3e fois, et on m'a donné une feuille de papier, une enveloppe, et on m'a demandé d'écrire. Or, je n'ai ni écrit, si j'ai mis 3 mots sur le papier, je pars demain avec mes camarades, et c'est tout. Je vous embrasse, et j'ai pas mis mon nom, j'ai pas mis ni nom ni prénom, mais j'ai mis mon totem. J'ai dit d'ici qu'ils découvrent à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire. On sera peut-être loin, il y aura peut-être les Alliés seront quand même beaucoup plus près de Paris. Et nous, on n'ira pas très loin puisque on nous a dit qu'on partait travailler en Allemagne, ce qui était archi faux. Donc le 31 juillet 1944, on est toutes regroupées dans la cour du camp de Drancy. On est 1300 hommes, femmes, enfants, vieillards, un nouveau-né qui est né dans le camp, un vieux monsieur grabataire sur sa civière. On verra arriver les autobus qui arriveront en quantité nombreuses, puisqu'on monte par 50 dans chaque autobus. Ah, j'ai oublié de dire que sur ma feuille de papier qu'on m'a donnée pour écrire, que je n'ai mis aucune adresse. On m'a demandé à qui elle devait être adressée. J'ai répondu à personne. J'ai un oncle, j'ai de la famille qui est au Canada, qui avait l'habitude de venir en Europe, ce qui est important. Et s'il me recherche, vous direz que je suis partie avec tout le monde. Je n'ai jamais donné les coordonnées de mes parents. Donc le 31 juillet, je pars avec mes camarades. Les petits partent en premier, on suit, on traverse le Drancy en chantant, parce que les EI chantent beaucoup. On est parti de la rue Vauclin en chantant. Quand on est arrivé à Drancy, on a chanté. Et quand on est parti de Drancy pour aller à Bobigny, la gare de Bobigny, on a aussi chanté. Donc, on est arrivé en gare dans le triage de Bobigny. Il y avait un immense train entre des wagons, un militaire allemand avec un fusil mitrailleur sur l'épaule, et l'embarquement s'est fait très très vite. Donc le 31 juillet 1944, on quittera la France, on s'arrêtera quelque part du côté de Nancy, mais c'est pas du côté de Metz, pas Nancy, du côté de Metz dans le triage,
pour la bonne raison qu'on nous videra la tinette qui était archi pleine pour les besoins, on nous redonnera pas un seau d'eau parce que il y en avait plus, on nous a pas donné. Et l'équipe qui conduit le train, le chauffeur et le mécanicien descendront et le train sera pris ce sont les Allemands qui prendront le commandement du train. Donc on partira vers midi de Metz, on roulera nuit et jour et nuit jusqu'au 31 juillet 1944 où nous on quittera donc la France et on arrivera à Birkenau dans la nuit du 2 au 3 août 1944, en pleine nuit. On est un des rares convois qui est rentré dans le camp. C'est pas arrêté sur la Judenrampe, mais il est rentré directement. Il est passé sous les portes de la mort et il arrive tout au fond du camp, autrement dit, entre le crématoire 2 et le crématoire 3, pour ceux qui connaissent les lieux. Et la différence, c'est que les médecins allemands sont venus quelques minutes après. On est dans l'obscurité la plus complète, ce sont les projecteurs des camions qui éclairent le train. Et quand nous, on a été sélectionnés, on nous a trié qu'une centaine de femmes et d'adolescentes sont parties sur le côté gauche. Nous, on a vu une ambulance et on s'est pas du tout paniqué de voir l'ambulance qui était là parce qu'on s'est dit, s'il y a un enfant malade, s'il y a quelqu'un qui est fatigué, il y aura du secours. Or, l'ambulance, elle transportait les boîtes de Cyclone B qui allaient les assassiner quelques minutes plus loin. Et la particularité aussi de notre parcours, c'est que la nuit où nous on est arrivés, c'est tout le camp des Tziganes qui était exterminé. L'odeur était insupportable et nous on cherchait qu'est-ce que ça pouvait représenter, quelle était cette odeur de chair brûlée qu'on respirait. Donc on est sur une plateforme indescriptible, dans un monde qu'on ne peut pas imaginer. Et notre sort sera, sera décidé quelques minutes plus tard, puisque la centaine de femmes et d'adolescentes, puisqu'on est un convoi de 1300, une centaine de femmes, alors tous les enfants de l'UGIF, puisque ce sont toutes les maisons des enfants de l'UGIF qui ont été arrêtés, on sera 13 en tout et pour tout, qui passeront de l'autre côté, qui survivront, et tout le reste, les 900 et des poussières, partiront à la chambre à gaz. Est-ce que vous pouvez me dire de manière très concise quel message vous voulez envoyer aux nouvelles générations de pays? Alors moi, je suis retournée très souvent. J'ai dû faire pas loin de 150 à 200 voyages uniquement avec des jeunes, puisque la région organise tous les ans, la région Île-de-France pour des élèves du lycée, que ce voyage est indispensable pour eux de savoir que ce sont des enfants, des élèves comme eux. Ils avaient la seule différence, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils étaient juifs et que eux n'ont pas eu le droit de vivre uniquement pour ça. Les parents, pour la plupart, étaient tous des engagés volontaires. Donc, même s'ils venaient de l'étranger, ils ont aussi donné pour la France qui les avait accueillis terre d'asile et que eux doivent savoir ce qui s'est passé ici et être surtout très présents et de faire très attention à tout ce qui se passe actuellement vis-à-vis de l'antisémitisme, de l'antisémitisme, et surtout de savoir que rien n'est jamais négatif, tout peut recommencer. Il faut toujours entre les Roms, les gens du voyage et les Juifs, on a toujours été les plus mal considérés et doivent être très exigeants sur tout ce qu'ils entendent actuellement.